Le MAG vous est présenté par You Know Why. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le MAG, 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. À chaque fois une thématique forte, vous le savez, une initiative sur le plan local et ou national. Toujours avec Alix. Salut Alix. Salut Patrice. Oui, je ne dis pas Nguyen aujourd'hui. C'est Alix Nguyen. Alix Nguyen. Alix Nguyen. C'est parti pour le sommaire de cette nouvelle émission. Le MAG qui s'arrête aujourd'hui sur la santé mentale et elle est particulièrement préoccupante chez nos jeunes, chez nos ados. De quels chiffres parle-t-on? Pourquoi la situation est de plus en plus inquiétante? Éléments de réponse avec nos deux invités. Dans un instant, ces questions également, comment prévenir les conduites suicidaires, quelles sont les actions efficaces et celles à mettre en place, et cela en urgence, comment aborder le sujet, comment sensibiliser le plus grand nombre, et ça dès l'école, avec quelles interventions, quel type d'atelier aussi, là aussi. On répond à toutes ces questions. Dans le MAG, vous le savez, il y a une loupe, et c'est toujours avec Alix. Oui, et je vous parle de Feel Good, lancé par Santé publique France pour aider les jeunes à mieux prendre soin de leur santé mentale. C'est parti pour le MAG. Bonjour Guy Benamosi, comment allez-vous? Jusqu'ici tout va bien, fondateur de l'association Lavita et également soignant thérapeute. On est également en plateau avec Arnaud Dulon de René, je l'ai bien dit. C'est ça, Arnaud Dulon de René. Arnaud Dulon de René. Merci beaucoup Arnaud d'être venu nous voir ce matin et de venir témoigner. Étudiant en licence de géographie à Nanterre et ancien bénéficiaire de Lavita. Je vous repose la question, on peut dire docteur ou pas? Pardon? On peut dire aussi docteur? Oui, on peut. Docteur, je vous pose la question, comment ça va? Je vais vous dire pourquoi, parce que souvent on pose la question, c'est un peu idiomatique. Oui. C'est un peu dans la continuité, si je puis dire, du salut, du bonjour, mais je ne suis pas sûr qu'on écoute souvent la réponse. Oui. Alors là, je vous dirais, est-ce que vous avez 1 heure devant vous pour que je vous dise comment ça va? J'ai 28 minutes. Est-ce que ça va suffire? Ça va suffire. À partager avec Arnaud, s'il vous plaît. Oui, c'est ce qui m'importe. C'est vraiment de partager et d'être dans le lien avec l'autre. Comment ça va? Ça va, merci. Je suis dans une période où je vais mieux. Alors, on va expliquer bien sûr ce qu'est la Vita. Alors, peut-être, toi, tu peux nous dire ce qu'est la Vita, parce que tu es un ancien bénéficiaire de la Vita, et peut-être que tu es toujours en contact. J'ai le sentiment que c'est une grande famille, une belle et grande famille, qui fait beaucoup avec ce lien et cette solidarité. Comment tu l'as connue, toi, la Vita? Mais moi, je peux en parler avec mon expérience personnelle. Donc, en fait, je l'ai connue grâce à l'UNAFAM, qui m'a envoyé vers la Vita. L'UNAFAM, c'est? C'est une association. Alors, je suis désolé. C'est une autre association. C'est une autre association. Pas grave pour la chronique. C'est une époque où j'étais assez jeune, donc c'est une époque où je ne connaissais pas forcément vraiment les différents dispositifs. C'est aussi grâce à l'aide de mes parents, donc voilà. D'accord. Mais j'allais extrêmement mal. J'étais dépressif. J'ai développé des troubles anxieux. Donc ça m'empêchait vraiment d'avancer dans la vie. Qui se traduisait comment, du coup? Ça se traduisait par un énorme décrochage scolaire, des pensées suicidaires, des comportements à risque, des prises de drogue. En fait, c'est vraiment de l'autodestruction, en fait, de A à Z, quoi. D'accord. Et à un moment donné, il a quand même fallu sortir de là. Donc voilà, mes parents, voyant ça, et puis cette association, de manière bienveillante, m'ont envoyé vers Guy Benamosi et son association Lavita. Et là, ça a été quand même une révélation. Une révélation et une bouffée d'oxygène, surtout dans le monde de la psychologie, de la psychiatrie et des soins. C'est surtout ça. Alors, quand a été écrit ce dispositif, Guy? Je me retourne vers vous, justement. Oui. Alors, Lavita. Lavita a été, donc, j'ai rédigé... Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, voilà, on peut dire que ça fait 10 ans. Et donc, le principe de ce dispositif est très simple, c'est un parcours de soins médico-psychologiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un parcours de soins médico-psychologiques? C'est-à-dire que tout jeune qui nous est orienté, alors, ça veut dire, où sont les jeunes? Ils sont dans les collèges, les lycées, les universités, les missions locales. Et donc, quand on a commencé à travailler, quand je dis on, ça veut dire avec mes groupes de psychologues, de psychiatres, on est intervenu en milieu scolaire auprès d'infirmières scolaires, d'assistantes sociales et puis aussi des missions locales. Avec les conseillers d'insertion, d'orientation, on a travaillé avec la mission locale de Paris et puis avec les missions locales d'Île-de-France. Et donc là, notre souci, c'était de rencontrer tous ces professionnels qui sont en contact avec les jeunes et de leur dire de quelle façon vous pouvez détecter, repérer un jeune qui ne va pas bien. Et alors on a commencé à travailler, puis aussi dans les universités, et on a commencé à recevoir... Alors le principe, je reviens sur le principe, le dispositif Lavita, c'est un jeune ne va pas bien, le parcours de soins, il va être bilanté, évalué, ça veut dire qu'on va lui faire passer des tests pour savoir, Arnaud pourra en parler parce qu'il a bénéficié de cela, et à quoi ça sert de bilanter, de passer des tests. Et à la fin de ce bilan d'évaluation psychopathologique,
il y a un compte-rendu, une restitution. Donc les bilanteurs reçoivent à nouveau le jeune et donnent un compte-rendu oral et un compte-rendu écrit qui permet ensuite de faire des orientations, des recommandations. Et dans les recommandations, il y a un suivi psychologique. Et donc là, nous allons suivre le jeune sur 16 à 18 consultations. Il y a un examen somatique. Je tiens beaucoup à l'examen somatique. C'est quoi l'examen somatique? L'examen somatique, c'est de rencontrer un médecin généraliste. Je tiens énormément à ce que tous les jeunes qui ne vont pas bien puissent rencontrer un médecin généraliste. On travaille en lien sur Paris avec l'espace santé jeune Guy Moquet de l'Hôtel-Dieu et qui peuvent recevoir un jeune. Alors, à partir du moment où on prend un rendez-vous, on va attendre 3 semaines, 1 mois pour avoir un rendez-vous, mais on aura ce rendez-vous pour avoir un véritable examen somatique clinique. Pourquoi c'est très important? Alors c'est très important parce que dans mon parcours, il y a fort longtemps, j'ai travaillé avec un professeur de pédiatrie extraordinaire qui s'appelait le professeur Courtecuisse, qui est décédé depuis, qui était un aristocrate de la pédiatrie. Je dis ça comme cela parce que c'était vraiment un clinicien hors pair. Et c'est lui qui a créé la première unité d'accueil d'adolescents suicidaires au Kremlin-Bicêtre. Et donc il m'avait pris en stage chez lui et donc j'ai appris ce que ça veut dire quand on ne va pas bien, quand on est en mal-être ou quand on a subi un certain nombre de traumatismes, de violence, avec des histoires très très lourdes comme des histoires d'inceste, d'abus sexuels, etc. Le corps ressent aussi énormément de choses qui ne vont pas bien. Et donc quand un jeune ne va pas bien, l'examen somatique est vraiment très important. Une somatise. Donc il y a un certain nombre de douleurs intestinales, des problèmes de vue, des problèmes dentaires. Et donc là, l'examen somatique permet d'affiner et puis de proposer aussi des choses du soin. Donc examen somatique, bilan psychologique, orientation vers un soutien psychologique de 16 à 18 consultations. On peut aussi faire de la remédiation cognitive. Alors, donc ça, c'est tout un travail quand les jeunes ont des problèmes d'expression, d'élaboration, de mentalisation, c'est-à-dire ils n'arrivent pas avec des mots exprimer aussi leur mal-être. Donc on peut les aider par la remédiation cognitive avec des neuropsies. On a tout un réseau de neuropsies et de psychologues aussi. Et puis aussi, si le jeune, lorsqu'il passe ce bilan psychopatho et on voit qu'il y a quand même des soucis préoccupant, on peut l'orienter. Préoccupant, ça veut dire où on va avoir des idées un petit peu bizarres, délirantes, etc. On l'oriente vers un de nos correspondants psychiatres. Donc on a le panel. Alors la chose aussi très importante, c'est que tout ce que nous proposons, à partir du moment où on a une demande, quasiment dans les 72 heures, le jeune est pris en charge. Alors, c'est accès gratuit. Alors, en sachant que quand vous appelez un CMP, CMPP... On peut le répéter, docteur, c'est pas anodin, vous le dites rapidement. Accès gratuit. Tout le dispositif a été conçu, écrit il y a 10 ans, pour que ce soit gratuit. Oui. Et bien avant le Covid, c'était donc... Ouais. Bon. En 2014, on m'a dit, puis donc premier patient, enfin mise en place en 2016, premier patient, si je puis dire, en 2017. Voilà. Et donc, quand vous appelez un CMP, CMPP, alors c'est dramatique, mais ça, c'est le service public aujourd'hui. Les délais d'attente varient entre 6 mois et 2 ans pour avoir un rendez-vous. Et avec la Vita, c'est voilà, dans la semaine de l'appel, il y a une prise en charge. Alors, ce qu'il faut naturellement noter, c'est que quand on prend en charge ce jeune avec tout ce qu'on propose, bilan psychologique, bilan psychopatho, suivi psychologique, orientation vers le médecin généraliste, orientation vers le psychiatre, on règle les consultations de tous les intervenants, de tous les professionnels qui sont autour de cette prise en charge. Je vous donne la parole dans un instant, Arnaud. Juste une petite question encore, docteur, s'il vous plaît. Quand on fait l'état des lieux, quand on parle des chiffres, et ils sont graves, ils font mal, on parle de... Alarmant. Ils sont vraiment alarmants. On parle de combien d'adolescents, de jeunes qui mettent fin à leur jour chaque année en France et combien font de tentatives de suicide? Ça, je crois qu'il faut se rapporter aux chiffres de Santé publique France. Je crois que c'est plusieurs centaines. Je ne vais pas donner des chiffres exacts. Mais, rapportez-vous aux publications de Santé publique France. Le nombre de tentatives, ça voisine aussi des milliers de tentatives. Je disais 10 000 décès par an et plus de 200 000 tentatives de suicide. Alors, donc 40 000 chez les 15-25. Voilà. Et donc, tout ceci, si on travaillait en lien, si on avait les moyens financiers pour pouvoir prendre en charge tous ces jeunes qui ne vont pas bien, on pourrait le faire, parce qu'on a des psychologues sur toute la France. On en a. Contrairement à ce qu'on entend des fois. On en a. Et ils jouent le jeu, ils sont là. Ils jouent le jeu, ils sont là, ils sont présents. Psychologues, psychiatres qui travaillent avec nous. Et voilà, il n'y a aucun problème pour travailler dans l'immédiateté. Il y a eu un avant et un après, tu nous as dit, ton arrivée à la Vita. Comment s'est passé justement le premier jour, les premières consultations? Et ce dont parlait effectivement le docteur, ces tests, cette phase de bilan au départ. Alors, déjà, sur le fait qu'il y ait eu un avant, un après,
C'est totalement vrai parce que justement, comme ça a été déjà dit, au départ, j'ai commencé par le CMP, un service psychiatrique dans un hôpital. Et là, ça a été vraiment très très dur parce que ça m'a presque enfoncé encore plus bas que j'étais déjà. C'était des processus qui étaient très longs, effectivement, pour avoir un rendez-vous, pour voir quelqu'un, pour avoir un suivi, pour être orienté quelque part. J'avais vraiment l'impression de nager dans quelque chose que je comprenais pas. Et donc, j'en voyais pas la finalité. Je me disais, mais en fait, je vais jamais sortir de là. D'être un numéro, j'imagine, d'être un numéro parmi d'autres. Bien sûr, ouais, c'est ça, tout à fait. Et c'est vrai que je pense que c'est des personnes qui ont vraiment une volonté d'aider les gens, mais malheureusement le système et ces services-là n'ont pas les moyens de le faire correctement. Et donc, c'est là qu'il y a eu un après, c'est qu'effectivement, une fois que j'ai été... on va dire présenté à la Vita et que voilà, j'ai pu bénéficier de leur aide. Tout a pris en clarté, c'est-à-dire que j'ai pu vraiment avoir des rendez-vous, un chemin clair. Un chemin, oui, clair, parce qu'il y a un début, une fin, et voilà, il y a un processus qui amène à un résultat, un diagnostic. Et donc, qui dit diagnostic dit je peux me soigner aussi d'une certaine façon sans diagnostic. Ce parcours c'est assez rapide. Après, c'est vrai que ça prend le temps que ça doit prendre pour aussi savoir chaque individu où il en est, ce dont il a besoin, etc. C'est pour ça que ça passe par des tests, par des bilans, justement. Ça permet de voir plus clair. Alors moi, j'ai passé 2 bilans neuropsy à 1 an d'intervalle qui sont justement combinés l'un d'entre l'autre qui donnent un résultat. C'est vraiment des gros bilans assez lourds, voilà, donc d'où l'intérêt aussi d'avoir le soutien de la Vita pour pouvoir faire ça, notamment en tant qu'étudiant avec mes moyens. Voilà. Bien sûr. Quand même, il y a aussi ça. Bon, je fais une petite parenthèse dans ce que je dis, mais c'est vrai qu'aussi d'une certaine façon, quand on n'a pas les moyens, c'est très difficile de se soigner correctement en fait, d'avancer là-dedans. C'est très difficile. On a besoin vraiment de bilan, on a besoin de vrais soutiens et des fois on n'a pas les moyens. Donc moi, comme étudiant, et quand on pose un diagnostic, alors je sais pas si c'est le bon terme, ça rassure quelque part. On se dit bon. Ah oui, ça rassure, ça fait souffler. Déjà, on se dit bon. Premièrement, j'étais pas fou. C'est-à-dire que j'allais mal, mais est-ce que juste je suis quelqu'un de déconnecté de la réalité et j'arrête pas de dire que je vais mal. Voilà, ai-je un syndrome de l'imposteur ou est-ce que j'ai vraiment un vrai problème ? Vous voyez, c'est quelque chose qui est compliqué à élucider. Donc là, il y a déjà un diagnostic, il y a des termes qui sont posés. Donc moi, j'ai eu différents troubles d'état limite, voilà, borderline, un état anxieux généralisé, voilà, plus encore plein de choses qui viennent compléter un tout. Mais tout ça, une fois que c'est posé, je me dis déjà, je sais ce que je suis et je comprends pourquoi je suis comme je suis. Parce que c'est ça, c'est-à-dire que moi, depuis que je suis jeune, depuis que j'ai l'âge de comprendre le fonctionnement des choses, à l'école, avec mes parents, avec la famille, avec les autres, j'ai une manière d'être, une manière d'agir que les autres perçoivent aussi, qui me renvoient des fois, ah oui, t'es nonchalant avec tout, tu te laisses aller, fais plus d'efforts, etc. Et sur le coup, on comprend pas, je me dis, mais ouais, c'est vrai, pourquoi je fais pas plus d'efforts en fait ? Et ça marche pas, je me répète ça et ça marche pas. Donc on s'enfonce encore plus, c'est un cercle vicieux. Et là, bon, il y a un diagnostic qui tombe. À la limite, on peut me renvoyer ce qu'on veut en face. Je peux dire, écoutez, voilà ce que je suis, ça a été diagnostiqué. Maintenant, c'est un peu d'une certaine façon la fin du débat, vous voyez. Donc, et là commence la libération, Alix. Et le rôle de tes parents, ça a été déterminant pour franchir le cap et aller chercher de l'aide ? Oui, d'une certaine façon, parce que c'est grâce aussi à eux que j'ai pu rencontrer la Vita par le biais de l'UNAFAM, comme on disait. Mais c'est aussi, je dirais, ça commence dans le foyer familial, d'une certaine façon, qu'on se rend compte aussi de notre fonctionnement, qu'on a peut-être des problèmes psy, etc. Je pense, les parents et le foyer familial qui se rendent compte de ça, probablement très avant le système scolaire et l'école. Donc je pense que c'est quelque chose de crucial. Et puis après, j'ai eu une construction personnelle parce que j'ai quitté le foyer familial, entre guillemets, assez tôt. Donc je me suis moi aussi tout seul... j'ai vécu une vie, une émancipation qui m'a aussi mis face à des problématiques de la vie que peut-être on n'a pas quand on est encore chez ses parents. Et c'est là que j'ai vu aussi toutes les failles, tous les problèmes, ma manière de faire qui était lacunaire par rapport à tous les gens que j'avais autour de moi. Et puis c'est vrai qu'après, il y a la charge mentale. C'est-à-dire que quand on commence à vivre seul, on a énormément de choses à gérer, beaucoup plus qu'on peut le croire avant. Et en fait, c'est le début où je me suis écroulé, quoi, en fait, à la jonction entre la vie d'adolescent et la vie d'adulte. Là, tout a explosé, quoi. Et... Merci encore de venir aujourd'hui pour en parler. C'est important, je pense. Parce que c'est important et tu en parles très bien. Les enfants les plus jeunes, les ados les plus jeunes qui arrivent du coup à la Vita, ils ont quel âge ?
Alors, on a défini quand même, parce que sinon, ça aurait été... on avait des demandes quand on allait en milieu scolaire. Les infirmières scolaires et les assistantes sociales voulaient nous adresser des gamins, des mineurs de 11 ans, 12 ans. Donc, on a dit, on définit les choses et on prend... Ça, c'était dès le début, docteur ? Oui. Et on a dit, on va se cantonner aux 13-25 ans. Donc, mineurs, adolescents, jeunes adultes. Et c'est aussi l'âge de tous les dangers, de toutes ces problématiques. Et donc, on arrive à prendre en charge. Et alors, il faut vraiment travailler, comme je disais tout à l'heure avec les bilans psychopathos, de travailler aussi avec les médecins psychiatres, les pédopsychiatres, et puis aussi tous les psychologues qui prennent en charge tous ces ados. Ce qui est important aussi par rapport à tout ce qu'on a pu mettre en place aujourd'hui, c'est notre partenariat. On a un partenariat maintenant depuis 5 ans avec les apprentis d'Auteuil, et puis avec la Fondation Falleret, et donc qui nous oriente quasiment, quand on est dans l'ensemble, on reçoit actuellement une centaine de jeunes par an. Alors c'est pas énorme, mais bon, ça a la chance quand même d'exister, puis c'est surtout en fonction naturellement des financements, des moyens financiers que l'on obtient. Donc on est constamment en train de faire des demandes de dotations, de subventions. Donc s'il y a des mécènes aussi qui veulent aider... Chaque refus doit être un crève-cœur. Oui, mais on sait, parce que vous avez telle fondation qui va travailler plus sur l'autisme ou sur l'Alzheimer ou sur le cancer, etc. Et donc là, quand M. Barnier a dit pour 2025, la grande cause nationale sera la santé mentale, on s'est dit, espérons qu'il va tenir jusqu'en 2027. Et surtout, nous sommes la seule association qui travaillons sur la santé mentale des jeunes. C'est-à-dire, on aimerait faire un partenariat avec le 3114, la ligne 3114, c'est là que je recommande aussi pour tous les jeunes qui ont besoin aussi, jeunes ou moins jeunes, d'appeler cette ligne, et puis avec Fil Santé Jeunes. Et donc là, c'est un appel que je fais vers ces deux structures, ces permanences téléphoniques, qui donc reçoivent des appels, et si on travaille en partenariat, ils pourraient orienter les jeunes vers l'habitat. Mais pour cela, il nous faut des moyens financiers. Voilà. On en revient toujours à la même chose, des moyens financiers. Ouais. Et quels sont les signes précurseurs qui devraient faire franchir le cap aux parents pour aller chercher de l'aide ? Ça, on le voit, ce que disait aussi Arnaud tout à l'heure, c'est le décrochage scolaire, c'est l'isolement, c'est la solitude, c'est les écrans, c'est le harcèlement. Il y a un certain nombre de manifestations du jeune un jeune qui se renferme. Qui se renferme. Les facteurs essentiels, c'est les problèmes d'isolement, de solitude, de ne plus communiquer aussi avec l'entourage. Tout ça, ce sont des signes quand même très, très importants. Des fois, on a des ados qui s'enferment, mais on se dit, c'est sa crise d'ado. Non, il faut établir Il faut vraiment prendre au sérieux. Puis il y a aussi tous les autres problèmes qui vont s'enchaîner, des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation, des consommations aussi de produits. Il y a tout. Donc ça peut être déterminant en fait de réagir vite. Et là aussi, plus vite naturellement on réagit, plus vite on travaille plus vite on intervient précocement. On peut naturellement, c'est pas différer, c'est être dans le soin, dans l'accompagnement, et le jeune va s'en sortir parce qu'on va, comme disait Arnaud tout à l'heure, on va pouvoir détecter aussi avec ces bilans de quel diagnostic il s'agit, en tous les cas de dire quel est ce type de mal-être, et on va pouvoir travailler ensuite en thérapie, parce que là, naturellement, je prêche pour ma paroisse, la paroisse de la thérapie, et c'est pas des thérapies avec freudienne, lacanienne, etc. C'est la thérapie de l'entretien, de l'accompagnement et de la chaleur, de l'empathie avec le thérapeute. Est-ce que tu as rapidement eu confiance, toi ? Parce que, bien sûr, il y a cette main tendue, bien sûr, il y a cette expertise, si je puis dire, ce suivi, mais on fait rapidement confiance. Au tout début, on y va parce qu'on a besoin. Je pense qu'on se sent en détresse, on sait que de toute façon, on n'a plus beaucoup de solutions, on est obligé de trouver les clés de toute façon. Moi, personnellement, j'ai fait très vite confiance. Je dois avouer qu'après avoir rencontré Guy Benamozig, c'est vraiment... là, on parle effectivement du docteur, mais je veux dire, c'est aussi un humain derrière aussi. Et je pense que c'est une personne qui sait aussi nous parler. C'est une personne dont on prend très vite conscience, qui veut nous aider réellement, qui a une vraie volonté de nous aider, de nous faire avancer. Et c'est une forme de sincérité, en fait, qu'on ressent, qui est dégagée. Et moi, j'ai tout de suite pris confiance. Et heureusement, aujourd'hui, je me dis Dieu merci que j'ai pris confiance parce que j'ai aussi fait énormément de chemin et c'est quand même en grande partie grâce à lui et son association et son œuvre dans l'ensemble. Donc oui. À qui on rend hommage effectivement aujourd'hui. C'est un bien bel hommage, effectivement, Guy.
Quel rôle a joué la musique et à partir de quand dans ce chemin, dans ce parcours? La musique, elle a joué un grand rôle. En fait, la musique, elle était là même avant que j'ai des troubles, en fait, en réalité. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été dans la musique depuis que je suis petit. Quand j'avais 3 ans, je pense que le premier métier que je voulais faire de ma vie, quand je parlais aux gens, c'était chorégraphe, danseur chorégraphe. Donc voilà, j'ai toujours été là-dedans. D'accord. Et ça a toujours été une passion. C'est-à-dire que la musique, c'est quelque chose qui m'a toujours fait du bien, qui m'a passionné, gratter la guitare, etc. Et puis un jour, se sont développés différents troubles vers mes 16 ans, 15, 16 ans, au début de l'adolescence. Je commençais à aller de plus en plus mal, etc. D'accord. Jusqu'à atteindre un point de mal-être tel, et ça me permet aussi d'une certaine façon de rebondir sur le fait, comme vous dites, il faut aussi savoir distinguer la crise d'adolescence d'une certaine manière d'un jeune qui se laisse mourir. En fait, je pense qu'il y a quand même des signaux qui, quand on les met bout à bout, c'est plus une crise, c'est plus je veux qu'on m'entende, c'est je me laisse mourir. Moi, je ne mangeais plus, volets fermés, j'allais plus en cours, on pouvait me traîner, j'irais pas. C'est juste attendre littéralement la mort, quoi. En fait, moi, comme je dis, d'une certaine façon, c'était un peu un suicide lent, en fait, dans lequel j'étais, d'une certaine façon. Donc là, j'ai commencé à écrire de plus en plus. Ça s'est fait tout seul. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est que c'est un processus qui est arrivé en même temps, sans forcer, sans réflexion. Je me suis pas dit je vais écrire pour purger une forme de mal-être. Pas du tout. Plus j'allais mal, plus j'écrivais. Il y avait quelque chose qui... Écriture de texte et chansons dans la foulée? Au début, c'était surtout de l'écriture. J'avais besoin de m'exprimer pour moi-même. J'avais besoin d'étaler tout ce que j'avais en moi. Vraiment un exutoire, voilà, au sens le plus cliché du terme, mais vraiment ça aide énormément. Voilà, si certains entendent ça, ça aide vraiment beaucoup. Et puis ensuite, forcément, ma passion pour la musique s'est combinée à cette écriture, et je me suis dit, peut-être que c'est l'occasion d'en faire quelque chose, de faire fleurir quelque chose de ce mal-être, et par la suite, après avoir fait de la musique pour moi, avoir fait fleurir justement cette musique pour moi et que ça m'ait aidé, je me suis dit pourquoi pas aller encore plus loin et aider les autres grâce à ça. Et c'est pour ça que je me suis dit il faut que j'en fasse un projet sérieux, parce qu'aujourd'hui j'ai mon projet aussi de musique à côté de mes études, sérieux, où je fais des scènes, etc. Voilà. Et en fait ça venait tout simplement d'une volonté de me dire je peux plus faire ça que pour moi. Je sens que beaucoup en ont besoin. Je sais, je suis moi-même passé par là, donc je sens que beaucoup en ont besoin. Il faut que je réunisse du monde de manière bienveillante autour de ce genre de sujet de santé mentale, etc. Donc voilà, je me suis dit, faut se lancer. Ouais, je pense que les études de géographie, c'est qu'une étape, à mon avis. Le futur météo aura forcément un lien. Bien sûr. Mais les textes de Dargaud sont fabuleux. Il écrit sur la dépression, sur la folie, sur l'amour. Et il a une voix extraordinaire. Et, en plus, pas seulement une belle plume, quoi. Le mec a tout, quoi. C'est pas juste. Non, mais quand il fait de la scène, là, c'est vraiment extraordinaire. Là, j'ai eu la chance de l'orienter sur des associations qui ont pu aussi le faire chanter aussi. C'était formidable. On attend les vidéos, là. On n'était pas prêts, on aurait mis le plateau en configuration scène. J'étais pas prêt. On va arranger ça. C'est parti pour la loupe. La loupe, c'est avec Alix, les copains. Alix, pour aider les jeunes à mieux prendre soin de leur santé mentale, Santé publique France a lancé le Feel Good. Oui, le Feel Good, c'est une série de 5 vidéos conçues spécialement pour les jeunes de 11 à 24 ans. Le principe, c'est de leur donner des clés simples pour améliorer leur bien-être, tout en leur rappelant que prendre soin de soi, c'est aussi apprendre à demander de l'aide. Dans chaque vidéo, un comportement favorable à la santé mentale est mis en avant avec des conseils pratiques et accessibles. On retrouve d'abord l'activité physique, essentiel pour évacuer le stress et se sentir mieux. Puis on parle du sommeil, souvent sous-estimé, mais qui joue un rôle déterminant pour rester équilibré et concentré. La 3e vidéo met l'accent sur le soutien social. L'idée, montrer qu'être entouré et écouter les autres fait une réelle différence dans le quotidien. Envoyer un vocal, ça peut être bon pour la santé mentale. Prendre des nouvelles de ses proches, c'est une forme de soutien social. Et aider les autres, ça réduit l'activation du système nerveux et libère de l'ocytocine, une hormone qui réduit le stress et apporte une sensation de calme et d'apaisement. Et c'est valable pour tout acte de gentillesse. Réconforter un ami, aider ses grands-parents à se connecter au Wi-Fi, ou simplement tenir la porte à quelqu'un. Et si ça ne va pas, parle-en à une personne de confiance ou un professionnel sur filsantéjeune.com. Et vient ensuite l'importance des loisirs dont on parlait avec des hobbies, c'est aussi prendre soin de soi. Et puis enfin, la gratitude est abordée. Apprendre à apprécier les petites choses peut transformer notre regard sur la vie. En tant qu'être humain, on a un peu tendance à voir le côté négatif en premier. En psychologie, ça s'appelle le biais de négativité. Pour prendre soin de sa santé mentale, on peut essayer de prêter davantage attention aux moments positifs de la vie. Pour ça, tu peux essayer de tenir un journal de gratitude. Il suffit de noter chaque jour 3 moments positifs de ta journée. Ça permet de réduire son stress, d'améliorer son sommeil et son bien-être. Et si ça ne va pas, parle-en à une personne de confiance ou un professionnel sur filsantéjeune.com.
Et chaque capsule se termine par un message essentiel. En cas de mal-être, il ne faut pas hésiter à en parler, que ce soit à un proche ou à un professionnel. Guy Benamozig, les conseils prodigués dans ces vidéos sont simples mais efficaces? Tout à fait. Je préconise naturellement de regarder. Puis là, c'est aussi, ça répond à vos questions tout à l'heure sur comment on détecte le mal-être chez les jeunes. Donc là, on revient sur les problèmes de sommeil, problèmes d'alimentation, problèmes d'isolement, de solitude, d'enfermement. Et tout ceci, naturellement, doit alerter l'entourage, les parents. Et puis les parents peuvent naturellement solliciter la Vita, parce qu'on a donc notre site. On va le mettre à l'antenne, effectivement, votre site. Et puis surtout, parler aux professionnels qui sont sur le terrain, dans les collèges, les lycées, les universités, parce qu'il y a des infirmières scolaires, des assistantes sociales qui permettent quand même de faire aussi des choses et puis de se mettre aussi en lien avec notre association. Aujourd'hui, n'importe quelle infirmière scolaire sait que la Vita existe? Peut-être pas toutes, mais en tous les cas, le réseau commence à se faire connaître. Et puis là, nous souhaiterions travailler autrement en milieu scolaire, faire un autre type de travail de prévention. En passant par le théâtre forum. Et je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le principe du théâtre forum. Bon, c'est donc là, on va essayer de proposer cela à l'éducation nationale. Comme pour le harcèlement scolaire, je pense. On s'adresse aux classes de seconde, première, terminale. Donc, une troupe de théâtre intervient sur les thèmes, naturellement, des conduites à risque, du suicide, des idées suicidaires, ou d'alcoolisme, de toxicomanie, etc. C'est suivi d'un débat. Et donc, voilà, c'est exactement. Ou au sens, les comédiens jouent pendant 10 minutes, et ensuite, devant les jeunes, ensuite, ils reprennent, alors il y a un meneur de jeu, ils reprennent ensuite les mêmes scènes, et en disant aux jeunes d'intervenir s'ils veulent remplacer tel et tel personnage sur la scène, pour comment on peut améliorer un petit peu la problématique sur tel et tel sujet. Ça va peut-être nourrir ton concept, Arnaud, non? Oui, tout à fait. C'est extrêmement intéressant. Et de toute façon, l'art, c'est quelque chose de tellement... c'est quelque chose qui soigne, ça apaise. Ça soigne les cœurs, ça soigne les âmes, ça soigne physiquement. Vraiment, c'est... Faites de l'art. Quelles interventions en milieu scolaire, justement, est-ce qu'il faut que ce soit des professionnels comme vous, ou ça peut être aussi des jeunes? Ça peut être peut-être même plus impactant avec un jeune qui raconte son vécu. Alors, je pense, là, de plus en plus se développe ce qu'on appelle le pair à pair. Alors, pour moi, c'est vraiment important, mais il faut quand même un regard professionnel. Et puis, parce qu'une fois que ce jeune aidant, c'est les pères aidants, va pouvoir détecter, apprendre, discuter avec un autre jeune qui ne va pas bien, qu'est-ce qu'il fait ensuite quand on reçoit des angoisses, des douleurs, des mal-être, quand on n'est pas professionnel? Donc, il faut quand même qu'il y ait le réseau des professionnels autour et s'adresser à l'infirmière scolaire, à l'assistante sociale. Alors, je ne dis pas le médecin scolaire, parce que le médecin scolaire, il y en a très très peu. Un médecin scolaire va coiffer 4, 5, 10 établissements. Donc, par contre, les infirmières scolaires, les assistantes sociales et les psychologues, il y a de plus en plus de psychologues scolaires aussi qui fonctionnent. Alors, ils ne vont pas faire de travail de thérapie, mais ils vont recevoir la demande et pouvoir ensuite orienter vers des associations comme la Vita. Pas de théâtre forum, mais bientôt un concert forum. J'espère, j'aimerais bien. On pourrait créer quelque chose ensemble, qui sait. Je sens qu'il y a quelque chose qui va se créer. Merci infiniment à tous les deux d'être venus nous voir aujourd'hui sur le plateau de School TV Le Mag. On rappelle le site internet, on l'a mis, donc c'est le www.lavita.paris si je ne m'abuse. N'hésitez pas à y aller. Et puis, je tiens à vous remercier encore une fois, Guy Benamozig, fondateur de l'association La Vita, soignant thérapeute, merci docteur, et puis Arnaud Dulon de René, c'est bien de le répéter, étudiant en licence de géographie de côté dentaire, et donc, on l'a compris, ancien bénéficiaire de La Vita. Merci à tous les deux. On se retrouve, ma chère Alix, demain pour un tout nouveau numéro de School TV Le Mag. Passez une excellente journée en notre compagnie. Ciao. Merci. Le MAG vous a été